J'ai découvert que le professeur de ma fille l'avait mise enceinte, et à cause de ces relations, je n'ai même pas pu le dénoncer. J'ai donc dû aller au bout de moi-même pour protéger Emma. À 13 ans, elle s'est soudainement enthousiasmée pour l'école, alors que 2 semaines plus tôt, elle simulait une maladie pour rester à la maison. Évidemment, je lui ai demandé ce qui expliquait ce revirement. Oh, maintenant j'ai Monsieur Davidson en histoire tous les jours. Son cours est génial. J'ai souri, soulagée de l'avoir enfin apprécié l'école, et j'ai vite arrêté d'y penser. Mais 1 semaine plus tard, Emma réglait son réveil 1 demi-heure plus tôt pour choisir la tenue la plus mignonne possible. Elle n'avait jamais été négligée, mais elle se contentait habituellement du premier t-shirt propre à portée de main. Je me souviens lui avoir demandé, mi-taquine, mi-sérieuse, si elle essayait d'impressionner un garçon, et elle a rougi instantanément. « Ne dis pas ça, maman !» a-t-elle lancé. À partir de là, j'ai commencé à me méfier. J'ai observé ses humeurs de plus près, et j'ai vite compris qu'elles étaient toutes liées à Monsieur Davidson. Jamais elle ne l'aurait reconnu, mais dès qu'il la félicitait en classe, elle virevoltait de bonheur le soir. À l'inverse, quand il ne lui prêtait pas attention, elle traînait à table, l'air absente. J'ai décidé de la tester. Je pense à te changer de classe. Comme ça, tu ne serais plus avec Monsieur Davidson. Ce serait peut-être mieux que... Tu ne peux pas faire ça, m'a-t-elle coupé net, la voix affolée. Je l'ai regardée, interloquée. Mais pourquoi ? Silence. Un silence qui en disait long. Elle n'a rien répondu et partit en trombe dans sa chambre, déjà en train de pianoter sur son téléphone avant d'atteindre les escaliers. À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Emma, ma fille si bavarde, qui d'habitude me disait tout, m'échappait complètement. Cette nuit-là, j'ai pris sur moi de fouiller son téléphone. Je sais, c'est grave, mais je n'avais pas le choix. Je la sentais en danger. J'ai cherché partout, et c'est là que je suis tombée sur une adresse mail qu'elle avait créée juste pour échanger avec lui. Le dernier message de Monsieur Davidson était sans équivoque. « J'ai hâte de te voir à ma pause demain. » J'étais prise de tremblement en lisant la suite, et ce que j'y ai découvert m'a retourné l'estomac. Il lui disait qu'elle était mûre pour son âge, qu'elle était spéciale, que leur relation était unique. Il lui envoyait des photos de cadeaux, et elle lui répondait qu'elle les cachait dans son sac. J'ai attendu qu'elle soit occupée pour fouiller discrètement son sac, et là je les ai trouvés. Du maquillage de luxe, des vêtements de femme, des collants, tout offert par Monsieur Davidson. J'avais la nausée. Que fait-on quand on découvre que sa fille est manipulée ? J'ai photographié chaque preuve, en me retenant de hurler. Mon réflexe a été de vouloir crier au scandale, d'alerter l'école, la police. Mais je savais que c'était inutile. Monsieur Davidson n'était pas un enseignant comme les autres. Ses parents finançaient l'école, son frère dirigeait la police locale, celui-là même qui venait expliquer aux parents comment protéger leurs enfants, et sa femme siégeait au conseil d'administration. Aller voir les autorités, c'était risqué d'être broyé. Alors j'ai choisi la prudence. J'ai collecté toutes les preuves, fait des copies, pris des photos, sauvegardé les messages sur tous les clouds possibles. Je me suis mise à faire du bénévolat à l'école pour garder un œil sur ce qui se passait, sans qu'Emma ne le sache. Avec elle, j'ai discrètement abordé le sujet du consentement. On a regardé des reportages sur des professeurs qui avaient abusé de leur position. Je voyais bien qu'elle se posait enfin des questions. Elle trouvait des excuses pour quitter la pièce, se rongeait les ongles, s'agitait, mais tout s'est brutalement arrêté le mardi, le pire jour de ma vie. Emma est rentrée plus tôt, blême, et s'est enfermée dans la salle de bain plus d'1 heure. Je l'entendais pleurer à fendre l'âme. J'ai fini par la convaincre d'ouvrir, et je l'ai trouvée recroquevillée, toute tremblante. Je l'ai prise dans mes bras, prête à entendre le pire. Entre 2 sanglots, elle a lâché. Il m'a dit que si je l'aimais, je devais le faire. Je croyais être prête, mais j'ai eu mal, et il n'a pas arrêté. Elle s'est dégagée et a couru vers le placard sous l'évier, où elle a sorti un test de grossesse, les mains tremblantes. J'étais pétrifiée en voyant ces 2 lignes roses. Ma fille de 13 ans brandissait un test positif, et c'est son professeur qui était responsable. Ce même professeur dont le frère contrôlait la police, dont la femme décidait de la sécurité des enfants à l'école. J'ai serré Emma contre moi. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Il fallait agir vite et intelligemment. Un faux pas et on se faisait écraser. « Ma chérie, il faut qu'on aille aux urgences », ai-je murmuré en caressant ses cheveux. « Je vais dire que tu as très mal au ventre, d'accord ? Laisse-moi faire. » Elle a acquiescé, la tête contre ma poitrine. Je l'ai aidée à monter dans la voiture, le cerveau en ébullition. Il fallait penser à tout, ne rien oublier. J'ai rassemblé toutes les preuves, le téléphone, les cadeaux, le test, et j'ai tout fourré dans mon sac. Pas question de laisser quoi que ce soit derrière nous. Aux urgences, j'ai tâché de remplir les papiers malgré mes mains qui tremblaient, pendant qu'Emma, recroquevillée sur une chaise, tentait de se faire toute petite dans la salle d'attente. Quand on nous a enfin appelés, j'ai expliqué à l'infirmière qu'Emma souffrait de violentes douleurs au ventre, accompagnées de nausées. Après avoir pris les constantes d'Emma, l'infirmière nous a laissés seuls dans la salle d'examen. « Maman, et s'ils disent du tout ?» a murmuré Emma, les larmes recommençant à couler sur ses joues.
Laisse-moi faire, ma chérie. Dis simplement au médecin que tu as très mal au ventre. 10 minutes plus tard, le docteur Martinez est arrivé. Elle avait à peine la trentaine, un regard doux derrière ses lunettes fines. Après avoir examiné Emma et effectué quelques tests, elle m'a prise à part, laissant une infirmière avec ma fille. « Madame Thompson, le test de grossesse est positif », m'a-t-elle annoncé d'une voix douce. Vu l'âge d'Emma, je suis tenue de faire un signalement auprès de... « S'il vous plaît », l'ai-je coupé, la voix brisée. « Accordez-moi juste 24 heures. J'ai besoin de digérer tout ça et de réfléchir à la meilleure façon de protéger ma fille. » L'homme en question. Son frère dirige la police, sa femme siège au conseil d'administration de l'école. Si vous signalez maintenant, ils feront tout disparaître. Le docteur Martinez m'a fixé longuement. Très bien, 24 heures. Mais comprenez-moi bien, je serai obligée de rédiger ce rapport. En attendant, notez tout ce dont vous vous souvenez. À la maison, Emma n'a pas dit un mot et est allée se coucher aussitôt, éreintée par les larmes. Je me suis installée à la table de la cuisine avec mon ordinateur, à créer des dossiers chiffrés et à sauvegarder chaque preuve sur plusieurs clouds, par précaution. Puis un souvenir d'un podcast sur les affaires criminelles m'est revenu. Il existait des applis d'enregistrement qui se dissimulaient sous des apparences anodines. J'ai profité du sommeil d'Emma pour installer une appli cachée sur son téléphone, déguisée en simple calculatrice. Ainsi, si Davidson tentait de la joindre ou de lui tendre un piège au collège, j'aurais au moins une preuve tangible. Le lendemain matin, Emma refusait de sortir du lit. « Je ne peux pas le voir, maman. Je ne peux pas m'asseoir dans sa classe et prétendre que tout est normal. Tu n'es pas obligée d'y aller aujourd'hui, lui ai-je dit en prenant place au bord de son lit. Je vais prévenir l'école que tu es malade. » Mais le fait qu'elle manque son cours a aussitôt alerté Davidson. À midi, le portable d'Emma vibrait sans relâche. Je suivais en temps réel les messages qui défilaient sur l'application de surveillance. Ils venaient d'un numéro inconnu, sûrement un téléphone jetable. « Où es-tu aujourd'hui ? Je m'inquiète pour toi. Emma, réponds-moi s'il te plaît. Tu sais combien tu comptes pour moi. Ta note va en souffrir. Tu ne peux pas te permettre de rater mon cours. Ne fais rien que tu pourrais regretter. Souviens-toi de ce qu'on s'est dit. » Au fil des heures, le ton passait de l'inquiétude à la menace à peine voilée. Je faisais des captures d'écran de tout, le ventre noué à chaque alerte. Emma, elle, est restée cloîtrée sous sa couette, tentant désespérément d'échapper à tout ça. Le soir venu, j'ai pris une décision. Je vais demander un congé au travail, ai-je annoncé à Emma, qui picorait à peine son dîner. Pour raison familiale. Et je vais commencer à faire du bénévolat au collège. « Maman, non !» a supplié Emma. « Il saura qu'il se passe quelque chose. Il va faire quoi ?» ai-je insisté doucement. « Dis-moi, chérie, de quoi te menace-t-il ?» Emma a remué son assiette sans lever les yeux. « De mes notes ? De mon avenir. Il dit que j'ai besoin de sa recommandation pour les classes d'excellence au lycée, qu'il peut tout faire basculer. J'en étais malade. Il avait parfaitement compris ce qui était essentiel pour elle, cet élève exemplaire, et il s'en servait contre elle. Le lendemain, j'ai commencé le bénévolat au secrétariat, à trier des dossiers et répondre au téléphone, ce qui me donnait une vue imprenable sur les couloirs. À la pause de Davidson, je l'ai aperçu, nerveux, pianotant sur son portable. Un peu plus tard, Emma a traversé le couloir d'un pas traînant vers l'aile de musique. Je l'ai suivie à distance, le cœur battant. Davidson l'attendait devant la salle d'orchestre vide, a vérifié que personne ne le regardait, puis l'a fait entrer. Je me suis placée de façon à observer discrètement par la vitre de la porte. Il lui montrait quelque chose sur son téléphone, tout en gesticulant. Emma restait droite, les bras serrés autour d'elle, acquiesçant sans conviction. Lorsqu'elle est ressortie, une dizaine de minutes plus tard, elle était livide, comme vidée. J'ai filé me cacher dans le placard à fournitures avant qu'il ne me voie. Mais j'avais compris l'essentiel. Il voulait encore tout contrôler. Ce soir-là, le téléphone fixe a sonné, chose rare entre ados. C'était Mia, la meilleure amie d'Emma. « Madame Thompson, je peux vous parler d'Emma ? Elle m'inquiète. » Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce qui t'inquiète, ma puce ? » Elle refuse de me dire ce qu'elle a, mais elle a changé. Elle pleure aux toilettes entre les cours et Monsieur Davidson la convoque tout le temps dans son bureau. En histoire. La semaine dernière, je l'ai vue poser la main sur son épaule et elle s'est figée. « Mia, est-ce que toi et ta maman pourriez passer demain ? Il faut qu'on discute. » Jessica est venue l'après-midi suivant avec Mia, pendant qu'Emma était à un rendez-vous médical. Je leur ai montré quelques preuves, juste assez. Jessica a blêmi. « Mon Dieu !» a-t-elle soufflé. Il s'est aussi intéressé à Mia, lui demandant de rester après les cours, faisant des remarques sur ses vêtements. Je pensais qu'il était juste attentionné. Est-ce qu'il a déjà... Je n'ai pas pu finir la phrase. « Non !» a coupé Jessica catégorique. Mais seulement parce que Mia trouvait toujours une excuse pour partir. Elle disait qu'il la mettait mal à l'aise sans savoir pourquoi. On a décidé d'agir ensemble. Jessica noterait tout ce que Mia observerait et on centraliserait nos preuves. Deux familles, ce serait plus difficile à faire taire. Davidson devait sentir que la situation lui échappait. Ce soir-là, la sonnette a retenti vers 20h30. Emma révisait à la cuisine quand j'ai ouvert la porte et je me suis retrouvée nez à nez avec Davidson, porteur d'un dossier. « Madame Thompson,
a-t-il lancé avec un sourire forcé. Emma a oublié un devoir important au collège. Je me suis permis de le lui rapporter, c'est pour sa moyenne. Merci, mais vous pouvez me le laisser, ai-je répondu en restant sur le seuil. Son sourire s'est crispé. J'aimerais vraiment expliquer le devoir directement à Emma. Il avait l'air difficile à cerner. Ce ne sera pas nécessaire. On s'est longuement regardé, et son masque s'est suffisamment décalé pour que je découvre la froideur calculatrice dans ses yeux. Il m'a tendu le dossier. Évidemment, faites en sorte qu'Emma comprenne bien à quel point il est crucial qu'elle rende tous ses devoirs. Son avenir dépend de l'excellence de son dossier scolaire. La menace était limpide. Après son départ, j'ai trouvé un mot glissé dans le dossier. Les chances d'Emma d'obtenir des recommandations pour l'université reposent sur ses résultats impeccables. Certaines erreurs ne se rattrapent jamais. Emma a lu le mot et s'est effondrée en larmes. Tu vois, je te l'avais dit, il va tout gâcher. Tu ne fais qu'empirer les choses. Chérie, c'est lui qui... Je savais ce que je faisais, a-t-elle hurlé. Je ne suis plus une gamine. Et maintenant, tu es en train de foutre en l'air tout mon avenir. Elle a filé dans sa chambre et a claqué la porte. Je suis restée plantée dans le couloir, tremblante. Il l'avait tellement manipulée qu'elle s'imaginait complice, aussi coupable que lui. L'application d'enregistrement montrait qu'elle venait déjà de lui envoyer un message d'excuse pour mon comportement. Je suis restée fixée devant l'écran de mon téléphone, voyant le texto d'Emma à Davidson s'afficher dans l'application de surveillance. Mes mains tremblaient en lisant la réponse immédiate. Ta mère ne comprend rien à ce qu'on vit. Retrouve-moi demain matin avant les cours. Il faut qu'on parle de ton avenir. La réponse d'Emma n'a pas tardé. D'accord, je ne pouvais pas laisser passer ça. J'ai mis mon réveil à 5 heures et me suis installée dans la cuisine pour surveiller les allées et venues d'Emma. À 6h30, elle est descendue en douce, déjà habillée d'une tenue offerte par Davidson. J'ai faim de préparer du café. Tu es déjà debout, ai-je lancé d'un ton léger. Elle s'est figée. Je voulais juste arriver tôt au collège, avancer sur un projet. Je vais te déposer. Non, la panique dans sa voix a confirmé mes soupçons. Enfin, je veux dire, ça va, je peux y aller à pied. Il est bien trop tôt et il fait encore nuit. Je t'emmène. Le trajet s'est déroulé dans un silence pesant. Emma fixait la fenêtre, la jambe agitée par l'anxiété. Devant le collège, j'ai repéré la voiture de Davidson déjà garée sur le parking. À peine la voiture arrêtée, Emma a bondi dehors. « Emma, attends !» Mais elle courait déjà vers le bâtiment. J'ai garé la voiture et l'ai suivie, badge de bénévole en main. Les couloirs étaient encore vides à cette heure-là. J'ai entendu des voix venant de la salle de Davidson et me suis postée devant la porte en faisant mine de classer des papiers de mon dossier de bénévole. Par l'entrebâillement, j'ai entendu Davidson, la voix basse et pressante. « Ta mère devient un problème. Si elle continue à se mêler de tout, je serai obligée de te faire échouer ce semestre. Tu sais ce que ça signifie pour ton dossier. »« Je sais, » a murmuré Emma. « Je suis désolée. Je vais lui parler. Ce n'est plus suffisant. Je veux que tu supprimes tous nos emails. Aujourd'hui. » Mon téléphone a vibré. L'application d'enregistrement captait tout. Je me suis éloignée à contre-cœur, de peur que Davidson ne me remarque. Dans le bureau principal, j'ai rangé des dossiers, l'esprit en ébullition. Il passait à la vitesse supérieure. Il voulait effacer toutes les traces. L'après-midi, j'ai observé Emma depuis la fenêtre de la cantine. Elle était seule à sa table, tripotant son plateau. Mia est venue à plusieurs reprises, mais Emma l'a aussitôt renvoyée. La tactique de l'isolement, typique des prédateurs. Je l'avais vue dans tous les documentaires qu'on avait regardés ensemble. Quand Emma est rentrée, elle s'est jetée sur son ordinateur portable. Grâce au logiciel de surveillance que j'avais installé des semaines plus tôt, j'ai vu qu'elle accédait à la messagerie secrète. Mon cœur s'est serré quand elle a commencé à effacer les messages. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà tout sauvegardé sur plusieurs clouds, dont ceux qui gardent les contenus supprimés. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé en entrant dans sa chambre. Elle a refermé l'ordinateur d'un geste vif. « Bien, Emma, il faut qu'on parle de... Il n'y a rien à dire. » Elle s'est levée, serrant son ordinateur sur elle. « Tu gâches ma vie. Monsieur Davidson est le seul prof à croire en moi, et tu es en train de tout détruire. Il te manipule, ma chérie. Ce qu'il fait n'a rien de normal ni d'acceptable. Tu ne comprends rien. » Elle m'a bousculée et s'est enfermée dans la salle de bain, claquant la porte à clé. 20 minutes plus tard, elle est ressortie, livide, tremblante. Ses nausées matinales empirèrent. J'avais déjà pris un autre rendez-vous médical pour le lendemain, cette fois avec une gynécologue spécialisée pour les adolescentes. Le docteur Martinez me l'avait conseillé, une professionnelle hors de portée de l'influence de Davidson. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Je surveillais sans cesse l'application d'enregistrement, guettant de nouveaux messages. Vers 2h du matin, un message d'un numéro inconnu a surgi. « Tu t'es bien comporté aujourd'hui. Tu te souviens? Notre secret te rend unique. Supprime ce message. » Emma l'a effacé dans la foulée, mais j'avais déjà fait une capture d'écran. Le lendemain matin, je lui ai annoncé qu'on avait un rendez-vous médical. Elle a râlé, mais j'ai insisté. Le docteur Hugelschatz a été d'une douceur et d'un professionnalisme remarquables.
confirmant que la grossesse datait d'environ 6 semaines. Elle a pris le temps d'expliquer toutes les options, rappelant bien à Emma qu'elle avait le choix et du temps pour réfléchir. Emma n'a pas dit un mot, les bras fermement croisés sur son ventre. Sur le parking, elle a fini par craquer. Il m'a dit que si j'en parlais à quelqu'un, il s'arrangerait pour que je n'ai jamais accès aux classes d'excellence. Il a dit qu'il raconterait à tout le monde que c'est moi qui l'ai séduit, que je me suis jetée sur lui. Je l'ai serré dans mes bras. Rien de tout ça n'est de ta faute. Rien. Mais je me suis jetée sur lui, sanglotait-elle. Je portais les vêtements qu'il m'offrait. J'allais le retrouver pendant ses heures libres. Je lui envoyais des photos. Tu as 13 ans. Lui, c'est un adulte. Un professeur. Il détient l'autorité. La seule personne responsable ici, c'est lui. Nous sommes restés 1 heure dans la voiture, Emma pleurant blottie contre moi. Elle m'a raconté comment tout avait commencé, les compliments sur son intelligence, l'attention particulière, les cadeaux, les demandes de photos rien que pour lui, les rendez-vous dans les salles vides, comment il lui avait affirmé qu'elle était assez mûre pour une vraie relation, que l'âge ne comptait pas quand les âmes se reconnaissent. J'ai tout enregistré sur mon téléphone, avec l'accord d'Emma. Des preuves, toujours des preuves. En rentrant, Jessica nous attendait devant la porte avec Mia. « Il faut qu'on parle », lança-t-elle, visiblement inquiète. Mia a vu quelque chose aujourd'hui. Une fois à l'intérieur, Mia triturait nerveusement ses doigts. À midi, Monsieur Davidson avait une autre fille dans sa classe, une élève de 5e. Il lui a offert une boîte cadeau, exactement comme celle qu'il offrait à Emma. J'ai senti un frisson glacé me traverser. Il s'était déjà trouvé une nouvelle cible. « Elle s'appelle Sarah », reprit Mia. « Elle est dans la classe de ma sœur. Elle ne fait que répéter que Monsieur Davidson la trouve exceptionnelle. » Emma, debout près de moi, s'est raide. Il m'a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, il s'arrangerait pour que je sois exclue à jamais des classes d'excellence. Il a ajouté qu'il raconterait partout que c'est moi qui l'avais séduit, que je m'étais jetée sur lui. Jessica et moi avons échangé un regard lourd de sens. La situation était bien pire qu'on ne l'imaginait. Combien de filles avant Emma et combien après? Il faut avertir ses parents, proposa Jessica. Ils ne nous croiront pas, ai-je répliqué. Pas sans preuve. Et si Davidson apprend qu'on commence à prévenir d'autres familles, il doit déjà se douter de quelque chose, murmura Emma. Aujourd'hui, il m'a demandé si j'avais parlé de nous à quelqu'un. Il a dit qu'il avait des amis qui lui rapportaient tout. Les jours suivants ont été un jeu d'équilibriste. J'ai poursuivi mon bénévolat, surveillant Davidson du coin de l'œil. Jessica notait le moindre détail rapporté par Mia. Emma allait en classe, tentait de rester discrète, faisait comme si de rien n'était, pendant que l'application enregistrait chaque échange. Puis il y a eu ce jeudi. Je rangeais des dossiers au secrétariat quand la secrétaire du proviseur m'a demandé d'apporter un dossier à l'aile musique. Dans le couloir désert, des voix m'ont arrêté près de la salle d'orchestre, dont la porte était entr'ouverte. « Tu es vraiment spéciale, Sarah. Peu d'élèves ont un potentiel comme le tien. » J'ai tout de suite reconnu la voix de Davidson. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et je l'ai vu assis bien trop près d'une adolescente sur le banc du piano, la main posée sur son épaule. La jeune fille paraissait mal à l'aise, mais essayait de sourire. J'ai sorti discrètement mon téléphone et commencé à filmer. Davidson lui montrait des photos de bijoux sur son portable, exactement ce qu'il avait fait avec Emma. Sarah s'était légèrement reculée, mais lui en avait profité pour se rapprocher. Tout ça peut être à toi si tu t'investis vraiment. Je peux t'offrir des cours particuliers, rien que pour toi. En filmant, mes mains tremblaient. On tenait enfin la preuve d'un comportement récurrent, précisément ce qu'il nous fallait. Je me suis éclipsée sans bruit et je me suis précipitée aux toilettes pour sauvegarder la vidéo un peu partout. Cet après-midi-là, Emma est rentrée effondrée, en pleurs. Il sait qu'il se passe quelque chose. Il m'a surveillée du regard tout le cours, puis il m'a dit que j'avais l'air distante. Il veut me voir demain à sa pause pour recréer du lien. Tu n'iras pas, ai-je tranché. Si je n'y vais pas, il va me mettre un 0. Il m'a déjà collé un dé à mon dernier devoir, alors qu'il était parfait. J'y avais passé des heures. J'ai relu sa copie. Elle avait raison. C'était un excellent travail. Il avait noté un manque de profondeur et une mauvaise compréhension des concepts, des excuses totalement bidons pour la punir. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Jessica. Il nous faut d'autres parents. Si on est seul, on passera pour des hystériques. Mais si plusieurs familles témoignent... Mia avait raconté que son amie Chloé s'était sentie mal à l'aise avec Davidson l'année précédente. Peut-être que ses parents accepteraient de parler. On a passé le week-end à contacter les familles, prudemment. 3 d'entre elles ont accepté de nous rencontrer. 2 avaient des filles qui avaient reçu des cadeaux et une attention suspecte de Davidson. L'une avait même changé sa fille d'établissement, mal à l'aise avec l'ambiance qu'il instaurait. Lundi matin, Emma s'est réveillée très mal, les nausées matinales empirant encore avec le stress. Je l'ai gardée à la maison, ce qui a aussitôt déclenché une avalanche de messages du téléphone prépayé de Davidson. Ton absence n'est pas passée inaperçue. Cela aura des conséquences sur ta note. Faire l'autruche est puéril, Emma. J'attendais mieux de toi. Tu as jusqu'à ce soir pour répondre, sans quoi je devrais lancer une procédure officielle.
Les menaces ont continué de pleuvoir toute la journée. Le soir, Davidson a envoyé un mail officiel à mon adresse, en mettant la direction en copie, pour se dire inquiet des changements soudains de comportement d'Emma et de la baisse de ses résultats. Il proposait une réunion parents-professeurs pour discuter de sa situation préoccupante. J'ai répondu très professionnellement, en acceptant la réunion mais en exigeant la présence du principal et de la conseillère d'orientation. Davidson a immédiatement reculé, insistant pour régler tout cela en privé d'abord. Mardi, Emma est retournée au collège. Je la surveillais discrètement depuis mon poste de bénévole, pendant qu'elle rejoignait sa salle. Je l'ai vue par la fenêtre. Davidson lui a fait signe de venir à son bureau au moment où les autres élèves entraient. Il s'est penché, lui a soufflé quelques mots à l'oreille. Emma a acquiescé machinalement avant de retrouver sa place. Plus tard, l'application d'enregistrement a révélé ce qu'il lui avait dit. « Ta mère complique les choses. Si elle demande cette réunion avec la direction, je serai obligée d'évoquer certains problèmes concernant ton comportement. Les photos que tu m'as envoyées, par exemple. L'administration n'aime pas du tout les élèves qui cherchent à séduire les profs. Ce retournement de situation, cette tentative de la faire porter le chapeau, m'a donné la nausée mais aussi encore plus de détermination. Cet après-midi-là, tout a basculé. L'infirmière de l'école m'a appelée. « Madame Thompson, Emma s'est évanouie en EPS. On a appelé une ambulance. Je me suis précipitée à l'hôpital, le cœur battant à tout rompre. Emma était consciente mais très pâle, sous perfusion. Le médecin m'a expliqué qu'elle était déshydratée, épuisée par un stress énorme. Les analyses sanguines ont confirmé la grossesse et révélé des taux hormonaux inquiétants. Elle doit éviter tout stress, a insisté le médecin. Quoi qu'il arrive, sa santé en dépend. Emma a serré faiblement ma main. J'en peux plus, maman. Je n'arrive plus à faire semblant que tout va bien. Je ne peux plus retourner dans sa classe en sachant. Elle a effleuré son ventre du bout des doigts. J'ai compris alors qu'on ne pouvait plus attendre. La torture psychologique infligée par Davidson rendait littéralement ma fille malade. Mais je savais qu'il nous manquait encore une preuve irréfutable. Quelque chose qu'il serait impossible de balayer, même pour ses protecteurs. « Emma », ai-je demandé avec précaution, « est-ce que tu accepterais de porter un micro ?» Elle m'a jeté un regard affolé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Juste un petit enregistreur, au cas où il dirait quelque chose d'incriminant. Au collège, il est trop sur ses gardes. Il ne parle comme ça que quand vous êtes seul. Alors, on va créer l'occasion. Mais on fait ça en sécurité. Je ne serai pas loin. » Emma a gardé le silence un long moment avant de hocher la tête. « D'accord, mais comment tu veux t'y prendre ? J'avais tout prévu. Tu vas lui proposer un rendez-vous au café de la rue principale, un endroit public avec du monde autour. Tu prétextes que tu veux parler de tes notes, que tu es inquiète pour ton avenir. Moi, je serai juste à côté, à une table voisine. Il ne va pas aimer l'idée d'un rendez-vous en public. Il va sûrement proposer autre chose. Quoi qu'il en soit, on aura capté tout ce qu'il dira. Ce soir-là, on est rentrés à la maison avec un plan bien rodé. Emma a envoyé un message à Davidson depuis son téléphone habituel, celui qu'il ignorait que je surveillais. « On peut parler ? Je stresse pour mes notes. On pourrait se voir au café après les cours demain ?» Il a répondu aussitôt. « Les cafés, c'est trop exposé. Viens dans ma salle après les cours. Ma mère vient me chercher juste après. Le café, c'est le seul moment possible. » Long silence, puis « D'accord, 16h, viens seule. » J'ai installé Jessica dans le café à 15h30, l'air absorbé par son ordinateur. Moi, je suis arrivée à 15h45, 2 tables plus loin, le dos tourné à l'endroit du rendez-vous. À 16h pile, Emma est entrée, dissimulant le petit micro que j'avais acheté sur Internet. Davidson est arrivé 5 minutes après, jetant un regard circulaire avant de s'asseoir. J'écoutais tout dans mon oreillette, branchée au micro d'Emma. « C'est très déplacé, Emma », a-t-il commencé. « Un rendez-vous comme celui-là peut prêter à confusion. »« Je suis juste inquiète pour mes notes », a répondu Emma, la voix tremblante mais décidée. « Vous avez dit que ma dernière rédaction était mauvaise, alors que j'y ai mis tout mon cœur. Ton travail a baissé depuis que tu prends tes distances. Tu sais très bien ce qu'il faut faire pour arranger ça. Qu'est-ce que vous insinuez ?» Je l'ai entendu soupirer, irritée. « Arrête de jouer les innocentes, Emma. Avant, tu étais motivée, investie. Maintenant, tu fais comme si ce qu'on partageait était honteux. Ma mère dit, ta mère te monte la tête. Ce qu'on vit est unique. L'âge ne compte pas quand 2 âmes se rencontrent. Tu l'avais compris. J'ai 13 ans, a murmuré Emma. L'âge, ce n'est qu'un chiffre. Tu es bien plus mature que les autres. C'est pour ça que je t'ai choisi. J'ai senti mes poings se serrer. Il venait d'avouer l'avoir remarqué. Choisi, poursuivi. Mais le bébé, a commencé Emma. Quel bébé? Sa voix s'est soudain durcie. Emma, de quoi tu parles? Silence. Dans mon oreillette, j'entendais la respiration saccadée d'Emma. Réponds-moi, a insisté Davidson. Quel bébé? Je suis enceinte, a soufflé Emma. J'ai entendu une chaise racler. Du coin de l'œil, j'ai vu Davidson se pencher vers elle. Tu mens, a-t-il sifflé. Tu veux me piéger? Je mens pas. Le médecin l'a confirmé. Dans ce cas, tu gères la situation. Je paierai.
Personne n'a besoin de savoir. Je l'ai déjà dit à ma mère. Davidson a alors traversé la table pour attraper le poignet d'Emma. « Tu as fait quoi ? Lâchez-moi » a dit Emma plus fort. « Vous me faites mal. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? Ma carrière ? Ma famille ? Lâchez-la. » Je me suis levée et je me suis tournée vers eux. Davidson a lâché Emma, le visage passant de la stupeur à la colère, puis à la panique. Déjà, des marques rouges marquèrent la peau d'Emma, là où il l'avait serrée. « Tout ça, c'est un piège !» a-t-il lancé en se redressant. « Vous essayez de me coincer ? Vous coincez pourquoi ?» ai-je demandé froidement. « Pour avoir harcelé ma fille de 13 ans ? Pour l'avoir mise enceinte ? Pour avoir menacé de ruiner sa scolarité si elle refusait ? Maintenant, tout le café avait les yeux braqués sur nous. Jessica filmait la scène avec son téléphone. Davidson l'a repérée et a reculé. « Je ferai en sorte que votre fille soit renvoyée. Elle n'aura jamais une bonne école. Je vous détruirai toutes les deux. »« Essayez donc !» j'ai répliqué. « On a tout. Les mails, les textos, les cadeaux, les preuves audio, tout. » Il est devenu livide. Sans un mot, il a quitté la salle. Emma s'est effondrée contre moi, sanglotant. Je l'ai serrée fort, pendant que Jessica appelait la police. Pas la police locale, mais la police d'État, pour qu'on ne tombe pas sur le frère de Davidson. Ce soir-là, le poignet d'Emma est devenu violet, dessinant nettement la trace de sa main. J'ai pris des photos sous tous les angles. L'enregistrement audio était limpide. Davidson avait tout avoué, affirmé que l'âge ne comptait pas, tenté de la forcer à interrompre la grossesse, puis menacé de nous détruire. Mais je savais que ça ne faisait que commencer. Davidson avait beaucoup trop à perdre. Il allait se défendre bec et ongles, et Emma en payait déjà le prix, physiquement et moralement. La vraie bataille commençait à peine. La police d'État est arrivée moins d'une demi-heure plus tard. 2 enquêteurs, en voiture banalisée, sont entrés dans le café, professionnels et déterminés. L'inspectrice Margaret Chen s'est présentée, pendant que son collègue, Theodore Marks, commençait à recueillir les témoignages des clients. À travers la vitre, j'ai vu Davidson, exsangue, tapant furieusement sur son téléphone, assis dans sa voiture. Emma tremblait à côté de moi pendant que l'inspectrice Chen examinait son poignet, photographiant les ecchymoses sous toutes les coutures, le visage fermé mais le regard tendu. Elle avait déjà vu ce genre de situation. « Nous allons avoir besoin de vous deux au commissariat », a-t-elle dit doucement. « On dispose d'une salle d'audition spécialisée. » Au poste, Emma a pu parler à une spécialiste formée à ces dossiers pendant que je remettais toutes nos preuves. Dossiers cryptés, capture d'écran, enregistrement, tout. L'inspecteur Marks a tout consigné de façon méthodique, tapant à toute vitesse pour constituer le dossier. « Vous avez réuni un dossier très complet », m'a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. « Vous avez tout fait pour préserver les preuves. C'est remarquable. » L'entretien a duré 4 heures. Emma était ressortie épuisée mais visiblement soulagée, comme si s'être confiée à des professionnels l'avait libérée d'un poids immense. La spécialiste nous a expliqué qu'ils avaient largement de quoi délivrer un mandat d'arrêt immédiat. Ce soir-là, Davidson a été arrêté chez lui. Jessica m'a envoyé la photo qu'un voisin avait partagée sur le groupe Facebook du quartier. On y voyait Davidson, menotté, escorté par la police, tandis que sa femme restait figée sur le seuil de la porte, le visage bouleversé par la stupeur. L'arrestation s'est déroulée à 21h, sous les yeux de tout le voisinage. Dès le lendemain matin, le collège était en ébullition. Les rumeurs circulaient à toute vitesse. J'ai gardé Emma à la maison pendant que l'enquête prenait de l'ampleur. L'inspectrice Chen nous a rappelé pour nous informer que l'ordinateur professionnel de Davidson avait été saisi, ainsi que ses appareils personnels. Ils avaient réussi à récupérer des photos effacées et des messages envoyés à plusieurs élèves, datant de 3 ans. Dans l'après-midi, les parents de Sarah m'ont appelé, la voix tremblante. Leur fille venait enfin de révéler que Davidson l'avait manipulée, lui montrait des bijoux et lui proposait de soi-disant séances privées. 2 autres familles se sont manifestées dans la soirée. À chaque fois, c'était le même scénario. Flatterie, petits cadeaux, demande de discrétion et une emprise de plus en plus forte. Le frère de Davidson, qui dirige la police locale, a tenté de s'en mêler. Il s'est rendu au commissariat d'État pour exiger d'avoir accès au dossier, sous prétexte de compétence. L'inspectrice Chen lui a expliqué calmement qu'il avait été écarté en raison d'un conflit d'intérêts. Comme il insistait, menaçant d'alerter des personnes haut placées, elle a fait appeler la sécurité pour le faire sortir. Le conseil d'administration du collège a convoqué une réunion d'urgence. L'épouse de Davidson, assise au fond de la salle, est restée muette, tandis que des parents réclamèrent des réponses. Comment a-t-on pu ne rien voir? Pourquoi l'administration n'a-t-elle pas réagi malgré les signaux d'alerte? Le principal a admis que plusieurs enseignants s'étaient pourtant inquiétés de la proximité de Davidson avec les élèves, mais, faute de preuves, ils avaient remis cela sur le compte de son enthousiasme. L'état de santé d'Emma s'est rapidement détérioré. Le stress lui provoquait de violentes nausées matinales et des douleurs au ventre. Le docteur Hugelschnatz la suivait avec attention, inquiet pour la viabilité de la grossesse, compte tenu de son âge et de son état psychologique. J'accompagnais ma fille à chaque échographie,
à chaque prise de sang, la tenant par la main tandis qu'elle affrontait des conséquences qu'aucune jeune fille de 13 ans ne devrait avoir à subir. La procureure, Margaret Sullivan, spécialiste des crimes contre les mineurs, nous a reçus pour parler du dossier. Elle nous a exposé les chefs d'accusation: agression sexuelle sur mineurs, exploitation sexuelle par personne en position d'autorité, intimidation de témoins, destruction de preuves. Les messages et photos effacés avaient été récupérés et montraient clairement un comportement prédateur. Il risque 15 à 20 ans de prison, a-t-elle déclaré en consultant les pièces du dossier. Le nombre de victimes et sa volonté de dissimuler les faits alourdissent sa situation. L'avocat de Davidson a bien tenté de négocier un accord, invoquant la dépression et le manque de discernement de son client, mais la procureure a refusé. Avec la déposition enregistrée d'Emma et les preuves matérielles de l'agression au café, le dossier était solide. 3 semaines plus tard, Emma a fait une fausse couche. Les douleurs ont commencé au petit déjeuner, et à midi, nous étions à l'hôpital. Elle m'a serré la main pendant que le médecin confirmait ce que nous redoutions. Emma a craqué, non pas de tristesse, mais d'un mélange de soulagement et de culpabilité que je l'ai aidé à reconnaître pour ce qu'il était, une réaction humaine. Votre corps savait ce qu'il fallait faire, a expliqué doucement le docteur Hugelschnatz. C'est fréquent en début de grossesse, surtout quand il y a un stress aussi intense. La fausse couche a été ajoutée au dossier pénal, comme preuve du traumatisme physique causé par Davidson. Emma avait du mal à supporter que sa souffrance la plus intime devienne une preuve parmi d'autres, mais elle en comprenait la nécessité. Au fil de l'enquête, d'autres victimes se sont manifestées. Une ancienne élève, aujourd'hui à l'université, a contacté la procureure après avoir vu l'information circuler sur Internet. Elle n'avait jamais osé parler, 4 ans plus tôt, quand Davidson l'avait coincée après un cours et touchée de façon inappropriée. Son témoignage a permis de remonter au début de la carrière de Davidson. Son épouse a demandé le divorce et s'est installée chez sa sœur, après avoir découvert sur l'ordinateur familial un dossier dissimulé contenant des centaines de photos d'élèves, certaines manifestement prises à leur insu en classe. Elle a tout remis aux enquêteurs, écœurée, ne laissant plus aucune place à la loyauté. La date du procès a été fixée à 6 mois. Emma a commencé une thérapie avec une spécialiste du traumatisme adolescent. Les séances étaient éprouvantes. Elle affrontait peu à peu l'ampleur de la manipulation, la façon dont Davidson avait exploité ses ambitions scolaires et son besoin de reconnaissance. Certains jours, elle rentrait furieuse, d'autres en larmes, mais une forme de reconstruction s'amorçait. J'ai repris le travail, mais j'ai pris chaque vendredi pour accompagner Emma à ses rendez-vous et aux réunions liées à l'affaire. Ma supérieure comprenait, elle aussi mère d'une fille du même âge. Le rectorat a suspendu Davidson sans solde et instauré de nouvelles mesures de contrôle, avec des formations obligatoires sur le signalement et des règles strictes concernant la relation entre enseignants et élèves. Jessica est devenue notre principal soutien. Elle assistait à chaque audience, prenait des notes, aidait à coordonner les familles. Quand Emma ne se sentait pas la force de retourner en cours, Nia venait lui apporter ses devoirs et passer du temps avec elle, leur amitié se transformant en une véritable solidarité, bien loin des préoccupations habituelles de leur âge. Le procès a duré 2 semaines. Emma a témoigné en visioconférence pour éviter d'affronter Davidson en face à face. Elle a raconté avec précision le processus de manipulation, les cadeaux, le contact physique devenu de plus en plus intrusif, puis l'agression qui avait mené à la grossesse. Sa voix tremblait, mais elle n'a jamais failli. Davidson a pris la parole pour sa défense, prétendant que la relation était consentie et qu'Emma était à l'origine de leur rapprochement. Le procureur a démonté une à une ces affirmations, présentant les courriels où Davidson la qualifiait d'exceptionnelle, les messages où il la menaçait de baisser ses notes, l'enregistrement où il avouait l'avoir choisi. Confronté à la multiplication des témoignages, Davidson a fini par s'effondrer. Le jury a délibéré 3 heures avant de le reconnaître coupable sur tous les chefs d'accusation. Son visage s'est décomposé à l'énoncé du verdict. Son frère, installé tout au fond de la salle dans son uniforme de policier, représentait une amère ironie dans ce tribunal. Le juge a immédiatement ordonné le placement en détention de Davidson, refusant catégoriquement toute libération sous caution en attendant le verdict. Lors de l'audience consacrée à la peine, Emma a pris la parole pour exprimer l'impact qu'avaient eu les faits sur elle. Elle a parlé du vol de son innocence, de la façon dont sa confiance avait été trahie et manipulée, des blessures physiques et psychologiques qui mettraient des années à cicatriser. D'autres victimes ont aussi témoigné, formant un chœur de voix que Davidson avait tout fait pour faire taire. Le juge a finalement condamné Davidson à 15 ans d'emprisonnement, assorti d'une inscription à vie au registre des délinquants sexuels, sans possibilité de libération anticipée. À ce moment-là, la salle a été submergée par des sanglots étouffés, un soulagement palpable parmi les familles qui s'étaient rebattues pour obtenir justice. Le district scolaire a conclu un accord à l'amiable, suffisamment conséquent pour couvrir la thérapie d'Emma et assurer ses besoins scolaires à venir. Des réformes en profondeur ont été instaurées, accompagnées de formations obligatoires pour tout le personnel.
Le proviseur, dont le manque de vigilance avait mis fin à sa carrière, a pris sa retraite de façon anticipée. L'année suivante, Emma a changé d'établissement. Les débuts ont été difficiles. Il lui arrivait de sursauter quand un enseignant s'adressait à elle, surtout s'il était un homme. Mais peu à peu, elle a repris confiance. Ses notes se sont redressées, elle a rejoint l'équipe de débat et a trouvé sa voie en défendant la justice et l'éthique dans ses discussions structurées. Pour ma part, je me suis formée à l'accompagnement judiciaire des victimes de violences, mettant notre expérience au service d'autres familles confrontées à l'hostilité du système. En lien avec des associations locales, j'ai soutenu 15 familles dès la première année, leur expliquant comment préserver des preuves et défendre leurs droits. Emma est parfois venue intervenir lors des formations, son témoignage aidant d'autres parents à repérer les signes avant-coureurs. Le frère de Davidson, après qu'une enquête a révélé qu'il avait classé sans suite 3 plaintes visant son frère, a démissionné de son poste de chef de la police. Son successeur a imposé des formations obligatoires sur la gestion des affaires d'abus et la prévention des conflits d'intérêts. Emma a obtenu son bac avec mention et a rédigé un mémoire sur la résilience et le courage de dire la vérité face au pouvoir. Elle a choisi une université à plusieurs régions d'ici, ressentant le besoin de prendre du recul pour mieux se construire. Je l'ai accompagnée sur le campus. Notre étreinte d'adieu s'est faite dans les larmes, mais c'était des larmes de fierté, pas de tristesse. Aujourd'hui, Emma étudie la psychologie, avec l'intention de se consacrer à l'accompagnement des adolescents victimes de traumatisme. Chaque jour, elle m'envoie un petit message, partageant ses réussites ou ses doutes passagers. Grâce à sa thérapie, elle a compris que la reconstruction n'est jamais un long fleuve tranquille, que certaines journées sont plus dures que d'autres, mais que survivre, c'est déjà une victoire. Sur mon bureau, j'ai gardé une photo d'Emma prise le jour de sa remise de diplôme, la toque légèrement de travers et un sourire radieux sur le visage. Juste derrière, un dossier regroupe les remerciements des familles que nous avons pu aider. Davidson a volé tant de choses à ma fille, mais il n'aura jamais réussi à lui prendre son avenir. Celui-là appartient à Emma seule, reconstruit et plus forte encore là où il avait été brisé.